Vous êtes sur Média 1, merci de nous rester fidèles. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Et aujourd'hui, avec mes invités du jour, nous allons essayer d'apporter le maximum de réponses sur la première thématique, celle liée au fait d'être polyglotte. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de parler plusieurs langues est un avantage en ce qui concerne évidemment les recruteurs? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission. Et en deuxième partie d'émission, mes invités et moi, nous allons rester dans le monde de l'entreprise puisque nous allons parler des stages. Quels sont les comportements à bannir lorsque nous faisons des stages? En gros, comment réussir sa période de stage? Des éléments de réponse en fin de mission. Ils sont là sur ce plateau de Génération News. Il s'agit d'une habituée, Assetou, journaliste. Vous êtes étudiante en journalisme et communication. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. Et nous accueillons sur ce plateau Génération News un nouveau. Il s'agit de Jasley. Vous êtes étudiant en marketing. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci à vous pour l'opportunité que vous m'offrez. Merci beaucoup. Nous avons également deux anciens Génération News. Ezekiel, vous êtes diplômé en gestion des ressources humaines. Merci d'avoir répondu à nouveau à l'invitation de Génération News. Merci encore. Et nous avons le plaisir de recevoir Franck. Vous êtes dans le domaine de tout ce qui est informatique. En tout cas, merci d'être là aujourd'hui sur ce plateau de Génération News. Merci à vous pour l'invitation une fois de plus. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. On va parler un petit peu d'être polyglotte. On va, avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être revenir un peu sur la définition des termes. Ezekiel, quand on parle d'être polyglotte, ça renvoie à quoi, selon toi? Lorsqu'on parle de polyglotte, il s'agit d'une personne qui a l'aptitude de parler plusieurs langues. D'accord. Quel que soit le contexte où il se trouve, il doit avoir cette aptitude de pouvoir parler la langue dans le pays auquel il se trouve. D'accord. Est-ce que du coup, toi, tu t'es défini comme un polyglotte ou bien c'est une démarche, un processus que tu as déjà entamé? Bon, c'est déjà une démarche. Étant déjà chez RH, il est important de pouvoir parler plusieurs langues parce qu'on est au milieu de plusieurs personnes. Oui, vous êtes dans la gestion du personnel. Donc du coup, oui, oui, donc tu as débuté déjà un petit peu la démarche, dans le sens d'apprendre, mais c'est lesquelles les langues? On va dire l'anglais et le mandarin. Ah oui, le mandarin quand même. Oui, parce que le mandarin, dans si peu de temps, ça deviendra aussi une langue très importante dans le monde des affaires. C'est clair. En fait. Ouais, c'est comme on dit aujourd'hui, c'est que l'anglais c'est devenu la langue du business, mais effectivement que le mandarin, c'est vrai que ça prend un petit peu l'ampleur vu la population aussi qui est très 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 croissante. Jasley, c'est vrai que parler plusieurs langues est perçu aujourd'hui comme un avantage. Est-ce que c'est vraiment le cas ou bien c'est beaucoup plus quelque chose aussi qui peut malheureusement nous prêter préjudice, j'ai envie de dire? Bon, tout dépend de là où on se situe et tout dépend des opportunités aussi qui s'offrent à nous. Souvent, il y a des personnes, parler plusieurs langues, parfois ça devient des complexes. Ouais. Et aussi, face aux recruteurs aussi, ça devient aussi un handicap. Parce que avoir parler plusieurs langues, face au recruteur, il peut se dire que vous coûtez peut-être cher, ça va être compliqué de pouvoir, en tout cas, avoir un salaire à la hauteur de vos compétences. Ouais. Donc voilà, ça peut être un inconvénient quand on parle aussi plusieurs langues, comme un avantage aussi. D'accord. C'est tout. Du coup, tu es polyglotte. Est-ce qu'aujourd'hui tu parles plusieurs langues, je veux dire? On va dire ça comme ça, vu que je parle bambara, un peu anglais et français. D'accord. Bon, ouais, tu es défini comme... Mais justement, c'est ça la question, c'est qu'à partir de combien de langues parlées, on se définit comme étant polyglotte, selon toi? Est-ce qu'il suffit juste si je parle deux langues, ça va, je suis polyglotte? Ou bien il faut un nombre, selon toi, il faut un nombre défini, c'est-à-dire 3 langues parlées, 4 langues parlées? Je dirais plus de 3 ou de 2. D'accord. Du coup, toi, tu es polyglotte puisque tu parles bambara. On va dire ça comme ça. Mais je veux dire, c'est vrai, quand on parle un peu de cet avantage-là, c'est tout. On a envie de se poser la question, c'est ok, d'accord, on décide d'apprendre les langues, mais lesquelles? Parce que aujourd'hui, vous n'allez pas. Alors, Ezekiel, lui, il sait pourquoi il veut parler mandarin, parce qu'il se rend compte que voilà, dans quelques années, ça va être la langue du business, donc il anticipe un petit peu. Mais je veux dire, aujourd'hui, par exemple, s'il fallait que tu postules dans une entreprise, quelles sont les langues tout de suite que tu dois apprendre à parler nécessairement? L'anglais et le français. D'accord. Parce que nous sommes dans un monde maintenant où ne pas parler anglais, c'est assez compliqué. Parce que en fait, l'anglais maintenant se retrouve en quelque sorte au centre de tout. Que ce soit souvent les applications,
les cours en ligne. Ouais, c'est devenu un peu le nouveau diplôme, j'ai envie de dire. Ouais. Donc il faut impérativement pouvoir parler anglais et français, selon moi, c'est la base. Du coup, toi, quand tu t'es lancé dans l'apprentissage de l'anglais, c'était par rapport à tout ça, par rapport à ces avantages-là, ou bien simplement parce que tu étais curieuse, tu voulais parler la langue de Shakespeare? Les deux, parce que je voudrais déjà pouvoir parler plusieurs langues et pour développer un peu ma culture générale. Et aussi, par rapport à mon domaine, ça sera un atout de taille. Donc j'aimerais bien pouvoir parler plusieurs langues parce que voilà, ça sera toujours un avantage. Je ne vois pas d'inconvénient au fait de pouvoir parler plusieurs langues. Ouais. Ça peut te permettre de vivre déjà dans plusieurs pays et de t'adapter pratiquement à toutes les situations et selon la langue et selon le milieu dans lequel tu te trouves. Ouais. Franck, c'est vrai que ce que notre ami Assetou avance, c'est assez intéressant. Ça veut dire qu'au-delà du fait que ça soit un avantage dans le domaine professionnel, mais dans la vie sociale, ça nous aide aussi parce que ça facilite justement ce caractère social, le fait de s'insérer facilement dans une société. Tu es congolais de nationalité, supposons que tu parles très bien espagnol. Si tu vas en Espagne, c'est plus facile pour toi justement d'être sociable, j'ai envie de dire. Donc au-delà du côté professionnel, elle facilite aussi, en tout cas cet aspect, cette envie de parler beaucoup de langues facilite le côté sociable, j'ai envie de dire. Oui, évidemment, parce que comme vous venez de le dire, il se peut que ce soit dans le cadre de ma vie personnelle, je voudrais voyager, aller dans un autre pays, visiter, comme vous avez su le citer, l'Espagne ou bien il y a plusieurs autres pays. Et en visitant les pays, je me dois de pouvoir avoir la capacité de pouvoir m'exprimer en espagnol par exemple, si je vais dans un pays où on parle espagnol, en anglais si je vais dans un pays où on parle anglais. Donc la pluridisciplinarité en ce qui concerne les langues est une chose très importante. C'est une compétence qui, pas seulement dans le monde professionnel, mais dans le monde de tous les jours, nous permet de pouvoir avoir accès à plusieurs opportunités et à pouvoir être plus sociable et plus facilement, je dirais, m'adapter et se mettre dans la masse en tout cas. Ouais. Oui, Assetou, vas-y. Je rejoins juste ce qu'il a dit parce qu'en fait, en grande partie, il n'a fait que compléter ce que j'avais dit. Donc, je trouve que c'est toujours un plus de pouvoir parler plusieurs langues. Donc, mais je sais pourquoi on a l'impression que cette jeunesse, enfin la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas peut-être consciente un peu de cet avantage-là. On a l'impression que très peu de jeunes se soucient de parler d'autres langues à part le français. Et beaucoup se contentent justement de parler que le français et ne sont pas attirés par l'apprentissage d'autres langues. Pourquoi ? Est-ce que c'est une absence d'information ou bien juste une absence de volonté ? Bon, déjà, il y a la volonté. Il y a la volonté et la nouvelle génération est un peu paresseuse, je dirais. Et tout part aussi d'abord de nos langues à nous. Parce qu'on ne parle pas... Combien de jeunes parlent leur langue aujourd'hui? C'est très très rare. Ouais. Donc tout part d'abord de là déjà. Bah, quand tu parles de langue, c'est la langue vernaculaire. Voilà, c'est ça. Voilà, effectivement, c'est ça. Et maintenant, ajouter à ça des langues étrangères, c'est souvent assez lourd, assez compliqué. Je crois qu'il faut d'abord que ça soit ancré dans les mentalités avant maintenant de pouvoir espérer que... Oui, mais que faut-il faire? Est-ce qu'il faut communiquer? Est-ce qu'il faut échanger? Parce qu'on a l'impression que peut-être il y a des jeunes qui sont motivés mais qui n'ont pas peut-être compris l'importance aujourd'hui. Ce plateau Génération News, en tout cas, il y en a qui vont regarder un petit peu et qui vont sortir de là avec l'importance d'y aller, c'est-à-dire d'aller se faire former, d'apprendre de nouvelles langues. Est-ce que c'est peut-être ça qui manque, l'information tout simplement? Bon, déjà, il faut que la communication va d'abord aller dans l'éducation, c'est-à-dire l'éducation qu'on nous donne à la maison. Ça doit déjà partir de là, parce qu'il faut qu'ils mûrissent ça, il faut qu'ils grandissent avec. Et maintenant, quand il va arriver à un certain niveau de la vie, avec les expériences que lui-même il va vivre, avec la mondialisation. Et quand il saura que, bon, il y a tel ou tel pays qui sont, voilà, telle puissance, il sait que ces puissances-là parlent X ou Y langue, bah, il verra l'importance. Tout simplement, moi je pense que c'est mieux qu'il soit face aux circonstances pour prendre vraiment conscience. Parce que les conséquences... Non, mais je suis d'accord avec toi, parce qu'aujourd'hui, Franck, on a l'impression que cette jeunesse a besoin d'abord d'être dos au mur pour pouvoir en fait se lancer. Pourquoi ce comportement attentif, j'ai envie de dire? Moi, je me dis que c'est, comme on le dit souvent, des conséquences éduquent mieux que des conseils. C'est vrai. Et je vais prendre un exemple assez compréhensible. Je pourrais dire à un enfant, quand il voit la lumière, une lampe par exemple, une ampoule, on lui dit ne va pas toucher ou tu vas te brûler.
Mais l'enfant s'entête et il se dit que je dois aller pour voir ce que ça va donner. Et c'est en touchant qu'il prend l'expérience, qu'il se dit j'ai ressenti quelque chose qui m'a repoussé, j'ai ressenti quelque chose qui m'a fait mal. Et au vu de cette sensation, je me dis que je devrais prochainement éviter de pouvoir refaire cette chose. Donc, malgré le fait de vouloir les conseiller ou malgré le fait de vouloir orienter cette jeunesse, qui est, bon, je dirais, nous sommes la jeunesse, ouais. Donc malgré le fait de vouloir nous orienter vers les différentes langues, nous nous entêtons des fois parce que nous ne connaissons pas des fois réellement l'importance des langues. Et c'est quand, peut-être pour certains, après les études, on dit que j'aimerais travailler, mais après, durant le recrutement, on dit qu'il y a une nécessité de pouvoir parler l'anglais. Et parfois, on est obligé de mentir sur le CV. On va se dire, oui, l'anglais parlé, oui, couramment, oui, écrit, ouais, ça va, je me débrouille pas mal. Et quand on arrive devant le recruteur, on a du mal à aligner 2 mots en anglais parce que, bon, voilà, on se dit que parfois, c'est des choses qu'on a juste besoin de mettre dans le CV. Il y en a qui apprennent l'anglais simplement pour frimer, hein, c'est-à-dire pour montrer que je parle anglais, mais pas parce qu'ils sont dans l'optique de vraiment renforcer leurs chances en ce qui concerne évidemment le recrutement. Ezekiel, on va laisser Franck terminer. Ah, ok. Je vais aller dire que c'est une chose assez commune, c'est que chez moi au Congo, il y a certains jeunes qui apprennent l'anglais et pas vraiment en anglais soutenu, mais de l'argot. Ouais. Donc juste pour venir quand ils viennent dans des clubs, parce qu'il y a certaines concertations ou bien certains rassemblements entre élèves, entre personnes, afin de pouvoir se propulser, afin de pouvoir permettre aux autres d'acquérir plusieurs expériences, d'améliorer le vocabulaire et tout, pouvoir agrandir notre espace intellectuel. Donc d'autres viennent seulement pour frimer, pour montrer que moi je connais des expressions, moi je peux dire ceci. Alors et c'est surtout qu'on écoute du rap américain et tout ça, donc on est un peu dans ce monde-là effectivement. Donc oui, il y en a qui apprennent pour frimer et non malheureusement pour faire quelque chose d'assez intéressant avec lui. Ezekiel. C'est pour rejoindre un peu ce que Franck disait, pour être quand même recruteur, avoir quand même fait le recrutement à l'école. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne pensent pas que quand on demande de faire un recrutement, on ne cherche pas tant les diplômes. Ce que nous cherchons, c'est la compétence des gens qui viennent. Et très souvent, des gens écrivent, comme je disais, Régis, ils mettent anglais, espagnol et tout. Et quand on arrive au recrutement, tu poses la question à la personne en anglais, il ne te répond pas. Ouais. Et très souvent, ils oublient qu'ils sont nombreux avec les mêmes diplômes. Mais ce qui va différencier d'eux avec certaines personnes, c'est la capacité, l'aptitude de pouvoir parler une autre langue. Parce que si on arrive, on est 5 diplômés en gestion de ressources humaines et moi j'ai l'aptitude de parler anglais, forcément on va me prendre parce que dans le domaine du business, on a besoin des gens qui parlent une autre langue. C'est vrai. Donc oui, c'est clair que c'est un avantage. Mais c'est tout, moi, ce que j'ai envie de savoir, Jocelyn a parlé tout à l'heure d'éducation. C'est vrai que ça reste un élément central et clé, hein, justement, dans cette capacité à pousser les jeunes à aller vers l'apprentissage des langues étrangères. Mais moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a facilité tellement l'apprentissage. Il y a des applications, par exemple, aujourd'hui, on peut facilement télécharger. Alors, on va pas les citer ici, mais il existe des applications où on peut facilement télécharger sur son téléphone et apprendre la langue. Pourquoi ? Malgré ces avantages-là, cette facilitation-là pour certains jeunes, aller apprendre les langues, mais on se rend compte qu'il n'y a pas cet engouement-là. Lors de mes derniers passages ici, en fait, j'avais eu à le souligner. Je me dis tout simplement que nous sommes face à une jeunesse qui n'est pas vraiment consciente de ce qu'elle a. Ouais. Parce que en fait, si on regarde maintenant les choses, nous avons la possibilité de pouvoir tout apprendre. Enfin, une telle facilité à pouvoir apprendre tout ce qu'on veut. C'est vrai. Que ça soit en ligne, de façon gratuite, ou même, et voilà, et nous avons même en fait des formations qui ne coûtent pas cher. Et nous avons tous pratiquement des amis qui parlent soit anglais ou autres et qui peuvent même nous aider à rendre notre anglais plus facile à l'oral. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais bon, après, malheureusement, nous constatons que jusque-là, il y en a en fait qui n'ont pas réellement conscience de l'avantage et de la chance qu'ils ont. Je me dis que voilà, en fait, et ce n'est qu'un problème de conscience hein, pour le moment. Ouais. Et un problème de conscience, et ça c'est vrai, Ezekiel, je reviens vers toi. Tout à l'heure, tu as émis un petit peu ton profil de recruteur aussi. C'est vrai que c'est l'une des qualités. Je veux dire, à quel moment vous vous dites on va essayer de peut-être prendre du personnel, mais on met le côté polyglotte en avant, ou bien c'est lors des concertations, ou bien vous dites le fait qu'il parle un petit peu une langue étrangère, ça peut être un plus. Je veux dire, comment vous arrivez, vous, en tant que recruteur, à définir les critères de choix? Bon, déjà, tout recrutement a d'abord une réunion en amont. D'accord. C'est-à-dire on essaie de voir le poste qui a été libéré
ou bien le poste que nous voulons promouvoir. D'accord. Donc en fonction du poste à promouvoir, on essaie déjà de lancer la recherche sur les personnes que l'on veut recruter. Parce que le recrutement ne se décide pas juste comme ça, on a besoin d'avoir une cible bien repérée, et puis on lance le recrutement. Et en fonction du recrutement, on s'est dit si on veut atteindre des objectifs, si l'entreprise veut atteindre certains objectifs, on a besoin d'un type de personnes. Et parmi le type de personnes, parfois on peut rechercher la pluralité. Donc en matière de langue, le polyglotte, est-ce que si aujourd'hui l'entreprise se retrouve au niveau du Ghana, on peut avoir besoin des personnes qui parlent anglais. Ouais. On n'aura pas besoin des francophones, on aura besoin des personnes qui parlent anglais. Et en fonction de ça, lorsqu'on arrive dans le recrutement, on a déjà une ligne d'avance à avoir. Ça veut dire que si je recrute 50 personnes, si parmi les 50 personnes, il n'y a aucune personne qui a l'aptitude de parler anglais, le recrutement n'aura pas lieu. Parce que si on dit recrutement, c'est qu'à la fin de tout, on a pu recruter quelqu'un. Ouais, lorsqu'il n'y a pas embauche, il n'y a pas recrutement. Ouais. D'accord. C'est vrai, Jasley assez tôt parlait de l'évolution du monde. Il y a effectivement il y a une mutation, le monde évolue. Tu es gabonais de nationalité. Récemment, le Gabon a émis le souhait, en tout cas, d'installer, ils sont entrés dans le Commonwealth, ce qui fait qu'en fait, quand on parle de cette organisation, on parle de l'implantation de l'anglais comme étant une langue nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un avantage? Alors évidemment, tu me donnes ton avis personnel sur cette décision-là des autorités gabonaises. Est-ce que pour la future génération, c'est plutôt intéressant comme initiative de la part du président gabonais Ali Bongo? Bon, déjà, on peut s'appuyer. La jeunesse aime tout ce qui est effet de mode. Ouais. Donc, déjà, ça peut être une raison fondamentale qui peut pousser les jeunes à s'intéresser à ça. Personnellement, est-ce que c'est intéressant? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est intéressant. Et puis, tout dépend des opportunités et des objectifs aussi, parce que chaque entreprise a ses cibles, a ses opportunités et tout. Voilà. Une entreprise qui fait son chiffre localement, et qui ne songe pas peut-être à s'exporter ou pas, ça va, chacun va se contenter de son français. Maintenant, après, si personnellement, tu es un challenger, tu aimes te donner toutes les chances de réussir, c'est important d'avoir ce bagage-là en toi. Et puis voilà, quand l'opportunité se présente comme au Gabon, par exemple, tu saisis ton opportunité et puis voilà. Mais c'est vrai que c'est assez pertinent ce que tu dis, parce que pour les entreprises locales, tu parlais du fait de s'exporter. C'est vrai qu'aujourd'hui, si tu as une notion et que tu maîtrises très bien l'anglais, c'est plus facile de trouver des potentiels partenaires, des anglophones par exemple, pour venir… Pour rejoindre un peu ce qu'il disait, moi je me dis, il y a des postes de mission qu'on ne donne pas à tout le monde en entreprise. Ouais. Il y a des postes de mission qu'on donne à des personnes qui ont l'aptitude de pouvoir parler la langue s'ils sont exportés. Voilà. Et c'est vrai que vous, en tant que recruteur, vous êtes effectivement vous êtes dans cette logique-là. Oui. Et d'où l'importance, Franck, aujourd'hui d'apprendre plusieurs langues. Alors, l'anglais, ton anglais, je pars du principe qu'il est approximatif, un peu comme celui de Assetou. Elle a dit qu'elle parle un petit peu anglais. Donc, corrige-moi si je me trompe, mais il est un peu approximatif ton anglais, à part si tu le parles très bien, tu me diras. Mais je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, au vu de tout ce qu'on vient de dire, est-ce que, avant même ce plateau Génération News, est-ce que tu étais dans cette optique-là de se dire, je ne vais pas me limiter qu'à l'apprentissage de l'anglais, je vais essayer peut-être d'y aller un peu plus loin, à l'image de notre ami Ezekiel qui va parler mandarin dans quelques jours. Mais je veux dire, est-ce que pour toi, tu voyais déjà cette nécessité-là d'être polyglotte? Oui, vu le monde aujourd'hui, nous remarquons que nous devons être pluridisciplinaires, avoir la capacité de pouvoir nous adapter dans différents environnements. C'est pourquoi, au vu de cette observation que j'ai eu à faire, je suis un garçon qui a grandi autour de beaucoup de personnes, donc je dirais mes frères. Ouais. Et mes frères sont des gens qui sont assez visionnaires. Donc ils m'ont inculqué cette idée depuis l'enfance, c'est-à-dire qu'apprendre l'anglais parce que c'est important. Au début, je le banalisais, mais après une certaine période, durant l'obtention de mon bac, je voulais me diriger vers un pays anglophone. Donc, quand j'ai essayé de voir, je me suis dit que réellement, mes frères n'avaient pas tort quand ils me disaient que vas-y, apprends parce que ça te servira un jour. Il ne faudrait pas peut-être rester là à attendre qu'on vous dise qu'une occasion se présente, il faudrait parler l'anglais. Mais l'idéal, c'est de prendre des précautions en amont et de pouvoir commencer à pratiquer. Je pratiquais, mais j'étais un peu farceur. Mais je me dis qu'au fil du temps, je me suis amélioré. Et l'anglais, c'est comme le français, les différentes langues. Ça dépend du jargon. Quand je suis dans le domaine de l'informatique, je dois
maîtriser certaines expressions et certains termes qui sont liés qu'à l'informatique. Du coup ça te facilite aujourd'hui le travail dans ton domaine parce que l'anglais, ça va, au vu de ce que tu viens de nous dire, c'est pas approximatif comme celui de Assetou. Ça va, tu te débrouilles plutôt bien, mais je veux dire, mais ça te facilite le travail Oui, évidemment, parce que je me dirais que moi je suis en génie logiciel et réseau système, mais ma base c'est plus la programmation. Donc les langages de programmation sont en anglais. Donc afin de s'en sortir plus facilement, il faudrait avoir une certaine aptitude à pouvoir comprendre le langage. Bah, si je n'en suis une programmeur, c'est clair. Ouais. Donc c'est quelque chose qui m'aide beaucoup dans la vie de tous les jours. Je pourrais prendre l'exemple d'un langage comme HTML, CSS. C'est un langage de... On n'a rien compris, mais... Okay, d'accord, mais c'est un langage où les différentes fonctionnalités, les différentes modifications se font en anglais. Donc afin de pouvoir s'en sortir plus facilement, et il faudrait avoir une certaine base, un certain vocabulaire en anglais, et ceci est une compétence que je chéris beaucoup parce que ça m'aide beaucoup dans la vie de tous les gens en tout cas. Ah, c'est tout. Bah, toi tu es journaliste. Là, quelque part, alors moi je suis en train de te taquiner un petit peu, voilà, on est dans la même profession, mais moi mon anglais il est approximatif. Hein. Alors je me débrouille pas mal en anglais, mais je suis très à l'aise en espagnol par contre. Et l'espagnol c'est parce que voilà, je suis tombé amoureux de cette langue et puis j'ai décidé d'apprendre, et donc l'espagnol ça me va super bien. Mais l'anglais effectivement, voilà, c'est un peu comme le mandarin avec notre ami Ezekiel, on apprend encore. Donc oui, du coup toi tu es journaliste, je pars du principe que maîtriser un petit peu l'anglais, ça sonne un peu comme une nécessité, j'ai envie de dire. Effectivement, je voulais même rebondir sur ce qu'il avait à dire. En fait, il y a certains domaines, autant pour moi, dans lesquels il est primordial de parler plus que le français. Ouais. Dans le monde du journalisme, par exemple, en fait, tu es appelé à parler plus que le français parce que, voilà, en fait, si tu veux être ambitieux en fait, dans ce domaine-là, tu voudras peut-être être à RFI, et France 24, un truc comme ça. Voilà. La Média TV. Ouais. Voilà. On parle anglais chez nous aussi à Média TV. Je vois. D'accord. Donc, en fait, il y a des radios où, en fait, pour pouvoir en fait, se faire comment dire, pour les journalistes, il y a des médias où pour se faire remarquer, il faut effectivement parler de l'anglais. Exactement. Il faudrait... Enfin, c'est un plus, ouais. Et pas que l'anglais, hein, même, voilà, peut-être même l'espagnol, voilà, le bambara, ça peut être également un avantage. Bah oui, effectivement, c'est qu'il y a des médias aujourd'hui qui se lancent dans le bambara, donc oui, on va laisser ça, c'est tout terminé. Et même également, en fait, pour pouvoir avoir la chance d'étudier dans certains pays, par exemple, et comme il l'avait dit tantôt, en fait, et dans les pays comme la Chine, par exemple, en fait, lorsqu'on essaye d'aller étudier là-bas, comment on dit, en fait, les concours, avant en fait, d'avoir en fait, l'accès au pays et tout, la plupart du temps, ça se fait en anglais et en chinois. C'est vrai. Donc il faut déjà avoir les bases. En fait, j'ai essayé de le faire, mais moi, j'ai pas pu parce que voilà, mon anglais... L'anglais est approximatif. Ben, tu vois, c'est un peu compliqué. Donc ça fait que... Au sorti de cette émission, il faudrait que tu essayes de, tu vois, un petit peu approfondir encore. Peut-être que Franck te donnera des cours. Voilà, c'est l'objectif. Oui, mais effectivement, que pour les journalistes, tu as peut-être oublié de souligner ce point, parce qu'on est parfois, nous aussi, appelés à sortir un peu de pays pour aller couvrir les événements. Et si vous arrivez dans un pays où on ne parle que anglais et que vous êtes, vous, un francophone pur et dur, ce qui fait que ça va être très compliqué de... Voilà, en général, vous démerdez un petit peu à trouver quelqu'un qui va vous aider à traduire et tout ça. Et ça prend du temps. Alors, si vous êtes polyglotte et que vous arrivez, vous, à parler anglais facilement, effectivement, c'est plus facile. Oui, je voulais rebondir sur un point bien précis. Par rapport à l'argumentaire d'Assetou. Non, je disais, bon, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est important d'être doté de ces capacités, c'est important d'avoir ce bagage-là. Mais est-ce que toi tu es dans ce processus, à l'image de Ezekiel? Bon, moi, personnellement, pas trop, D'accord. Pas trop, parce que... Pas trop parce que tu sens pas encore la nécessité ou bien faute de temps Tout dépend ce sont mes objectifs. Je me vois déjà entrepreneur, je me vois ouvrir ma structure et pour le moment, ma cible sera à un endroit bien défini. D'accord. Je suis sûr déjà que c'est le français. La cible que je cherche parle français. Donc pour le moment, je ne vais pas essayer je peux le faire à des fins personnelles. Oui. Des fois, j'ai tout ça pour l'effet de mode aussi. Et j'aime aussi bien l'anglais, j'aime bien la culture américaine. Anglaise, donc j'aime bien. Mais tant que je suis dans mes objectifs, tant que je fais mon chiffre avec ma cible, c'est maintenant après, quand j'aurai des envies. Ou bien, je vais vouloir accroître ma cible, je pourrais maintenant
vraiment me concentrer là-dessus, mais au moins personnellement, j'aurai déjà ce bagage. Ce sera déjà un plus. Un atout en tout cas. Ézéchiel, le mandarin du coup, comment ça se passe? Je veux dire, c'est aussi dans l'optique de se dire peut-être que ça peut être un avantage en termes de recrutement, mais au-delà du fait que ça soit demain une langue de business, pourquoi le mandarin et pas l'italien, pas l'espagnol? Bon, parce que on va peut-être faire la promotion de la Chine, mais je crois que dans les années qui suivent, elle peut devenir la première puissance mondiale. Et comme en Chine... Ouais, déjà, ouais. Donc, comme en Chine, on parle le mandarin. Et on va se rendre compte que dans la plupart de nos pays africains, ils sont déjà... Ils viennent avec leurs entreprises et autres. Et donc, je me dis qu'apprendre déjà le mandarin en tant que recruteur sera un atout important pour nous qui allons recruter, pour nous qui allons gérer la gestion des hommes. Parce que tu ne peux pas gérer un Chinois si vous ne communiquez pas le même langage. Ouais. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de marchés aujourd'hui en Afrique. Voilà. La Chine, il y a beaucoup de partenariats avec beaucoup de pays africains. Ouais. Alors, du coup, donc toi, tu anticipes un petit peu dans J'anticipe apprendre le mandarin. C'est vrai que souvent, quand on parle du mandarin, on te dit non, il faut d'abord que tu apprennes. Est-ce que tu as débuté les cours? Bon, j'ai pas encore débuté. Mais certaines notions déjà, comme le bonjour et tout ça. Voilà. Non? Et on dit bonjour comment? Bon, ça va, on va pas te coller, te poser une colle aujourd'hui. Après, est-ce que je me dis, apprendre une langue, est-ce que quand tu le fais par amour ou bien pour anticiper les choses, quel est l'atout, tu vois, tu préfères avoir quel atout entre l'amour et l'anticipation? Qu'est-ce qui te fait rapidement apprendre? Si on anticipe, c'est parce qu'on se dit que plus tard, ça peut nous causer des problèmes. Mais en parlant de ça, justement, je vais t'interrompre, Ézéchiel, en parlant de ça, parce que nous sommes arrivés au terme de cette première partie. Oui. On va y revenir en deuxième partie, puisqu'on parlera des stages. Donc, on marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons à présent parler du stage, le monde professionnel. Comment réussir son stage? En tout cas, c'est la thématique de cette deuxième partie d'émission. Jessley, alors tu as déjà eu à faire des stages dans une entreprise de la place. On ne citera pas le nom, évidemment, pour des raisons que tu connais. Mais je veux dire, comment ça se passait, ton stage? On parle des comportements à bannir. Mais toi, quels sont les comportements que tu as plutôt eu à mettre en avant pour que ton stage se passe bien? En tout cas, tu nous as laissé entendre en off que ton stage s'est plutôt très bien passé. Effectivement, il s'est très bien passé, par la grâce de Dieu. Quand vous arrivez, chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on a une impression. Ouais. Quand on ne le veut pas, on a une impression. Et c'est maintenant en côtoyant la personne que les impressions changent et les avis changent. Donc, quand je suis arrivé, j'étais très observateur, mais pas dans mon coin, parce que c'est très important. Quand on travaille en société, c'est pour partager des moments avec les autres. Donc, tu ne peux pas venir dans l'optique de te mettre dans un coin et puis qu'eux, ils doivent venir vers toi. C'est toi le stagiaire. Donc, c'est important d'être aux aguets, c'est important d'être disponible, surtout la disponibilité, le respect, la ponctualité. Et il faut être assidu aussi. D'accord. Voilà. Et du coup, Franck, toi aussi, les stages, par définition, le stage, c'est un moment d'apprentissage, de formation. Toi également, tu es dans ce processus-là d'apprentissage et de formation. Déjà, comment ça se passe? Et selon toi, quels sont les comportements à complètement bannir lorsque nous sommes en stage? En ce qui concerne le message, je veux dire que ça se passe assez bien parce que je suis là en train de m'intégrer et ça va, on va de l'avant en tout cas. D'accord. En ce qui concerne l'attitude plutôt, en ce qui concerne l'attitude et le comportement, je me dis que l'idéal c'est de prôner les soft skills. Quand je dis soft skills, je veux parler des compétences douces, d'où le fait d'être sociable, de pouvoir converser avec les gens, la facilité de pouvoir s'exprimer, écouter. Et parce que si vous êtes là, malgré que vous avez la connaissance, mais vous ne prenez pas le temps d'écouter les gens et de pouvoir essayer de comprendre leurs idées, c'est vraiment quelque chose qui est assez contraignant. Donc, parmi les soft skills que je prends, je dirais qu'il faudrait plutôt être ponctuel, comme il a eu le souligner, mais surtout être à l'écoute. Parce que c'est en écoutant qu'on apprend. Éviter de trop parler, prendre note et, au vu de tout cela, analyser, tirer une conclusion et pouvoir donner un avis qui
sera là, pas seulement parce que c'est un avis, mais c'est parce que c'est un avis qui deviendra quelque chose d'assez important, quelque chose de solide et qui pourra apporter une évolution, qui pourra vous pousser à aller de l'avant, qui vous aidera en quelque sorte. Ouais. Donc, alors ça c'est beaucoup plus un peu à l'image de ce que Franck et Jocelyn ont eu à souligner. Ça c'est un peu les acquis, donc les avantages qu'il faut mettre en avant. Mais Ezekiel, qu'est-ce qu'il faut complètement bannir? Je veux dire, quand on fait un stage, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire complètement? Je veux dire, là c'est en termes de comportement, qu'est-ce qu'il faut bannir? Bon, déjà, on va juste dire le contraire de ce qu'ils ont déjà dit, c'est ne pas être ponctuel. C'est déjà un déficit très important parce que l'entreprise regarde déjà. Parce que si quelqu'un vient en stage, c'est que parfois il est en prévision d'être embauché. Ouais. Et donc si tu Ou pas. Bon, c'est selon. Selon le contrat qui a été défini. Et il y a aussi le fait qu'on ne puisse pas écouter les personnes qui sont devant nous. En entreprise, il y a ce qu'on appelle le diplômé et l'expérience. Il y a le diplôme et l'expérience. Parfois, celui qui est diplômé n'a pas l'expérience. Et celui qui a de l'expérience, parfois. Et donc, lorsque tu arrives, ce n'est pas d'abord le fait de montrer que tu es diplômé, c'est d'apprendre par celui qui a l'expérience. C'est pourquoi on va voir que parfois dans les recrutements, on dit 5 ans d'expérience. Ce n'est pas que l'entreprise veut nous narguer, mais en fait, l'entreprise cherche des personnes qui ont déjà l'aptitude de la connaissance. Et donc, lorsqu'on arrive en stage, il faut qu'on ait l'aptitude d'apprendre, d'écouter, d'être poli et respectueux. Parce qu'aujourd'hui, le problème de nous, les stagiaires, c'est qu'on est très arrogant. Pour la petite expérience que j'ai eue en stage, on est souvent très arrogant. On veut montrer aux anciens que nous, on connaît, on est fraîchement diplômés. Et puis voilà, on a toute l'expérience qui sort encore fraîche de nos têtes. Et parfois, ça nous cause des problèmes parce que très souvent, les recruteurs ne nous regardent pas en disant « bon, on ne va pas recruter quelqu'un qui, à peine arrivé en stage, il crée déjà assez de problèmes au sein des anciens. » Voilà, c'est des comportements vraiment à bannir, à bannir. Être en retard tout le temps, trouver des excuses tout le temps. Oui, parce que ça pour le coup, oui, les excuses, ça c'est l'argument par excellence des stagiaires. En général, il y a toujours un petit souci avec le stagiaire. On a un petit bobo à ce niveau, on a perdu un proche, il y a mon chien qui arrive pas à dormir. Donc on a toujours des excuses. Et ce qui fait qu'en fait, c'est vrai qu'à la longue, ça devient difficile en tant que recruteur ou bien chef d'entreprise de pouvoir compter sur un profil qui est tout le temps absent et qui a tout le temps, en tout cas, des excuses, voilà, pour ne pas être présent. C'est tout, le stage, c'est quelque chose de déjà validé, hein, en ce qui te concerne. Tu as déjà fait un stage, peut-être une expérience à nous raconter, une anecdote, comment ça s'est passé ce stage-là. Est-ce que toi aussi tu t'es confronté un peu à l'idée de devoir faire des choix dans le sens de faire en sorte que ce stage se passe bien et que tu sois recruté derrière? Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, et ce qu'on apprend en classe et ce qui est sur le terrain, c'est diamétralement opposé. Voilà. En fait, de ce qu'on a l'habitude même de dire aux journalistes lors de la formation, j'aimerais dire. En fait, on nous fait comprendre que ce qu'on apprend en classe ne sont que les 25% de notre formation. C'est clair. Voilà. Et donc, il faut être sur le terrain pour comprendre ce qui est. Donc, comment je suis partie? Déjà, j'étais là dans l'optique d'apprendre c'est quoi le journalisme de façon pratique. Donc, j'étais très, très disponible et j'étais là pour apprendre. Donc, et voilà, j'ai tout fait pour me rapprocher de mes aînés, si je vais les appeler ainsi. Donc, je posais beaucoup de questions et à chaque fois que j'écrivais un article, je voulais avoir plusieurs avis différents. Est-ce que ça aussi, ça te perde pas parfois? Je veux dire, le fait d'avoir 10 avis sur un article, par exemple, est-ce que ça ne te perd pas un peu? Non, et parce qu'à la base, on m'avait donné un mentor. D'accord. Et sauf que la personne n'était pratiquement jamais là, et parce qu'elle bougeait beaucoup. Les reportages, elle voyageait tout le temps. Donc, ça fait que j'étais obligée de me débrouiller et de moi-même ou d'aller prendre l'avis d'autres personnes qui, selon moi, pouvaient m'apporter un plus. Donc voilà, je leur posais des questions. Après, lorsqu'ils me répondaient en fonction de ça et de ce que j'ai compris, j'essayais de réaliser mon article. Après, j'envoie au rédacteur. Et lorsqu'il voyait qu'il y avait des petits retouches à faire, il m'appelait et il m'expliquait. Donc, je modifiais et après, je lui enverrais. D'accord. Alors, on va peut-être rester avec toi parce que, alors,
on est obligé d'aborder un peu ce point-là. C'est que pour on parle des comportements à bannir. Alors, vous avez parlé du fait qu'il y a beaucoup d'absences, mais pour la femme, en tout cas, malheureusement, c'est le constat. Dans les stages, c'est un peu compliqué. Beaucoup de femmes arrêtent un peu plus tôt pour des raisons liées parfois à l'incompréhension avec les chefs d'entreprise ou avec des encadreurs, où aujourd'hui ça commence dans un domaine professionnel, ensuite ça fait virer dans un domaine purement et simplement social, où ce sont des invitations qui n'ont rien à voir avec le boulot, et ce qui fait que c'est un peu confronté. Comment tu juges un petit peu la situation des stagiaires femmes aujourd'hui un petit peu dans l'entreprise? Alors évidemment, tu ne parleras pas au nom de toutes les femmes, sauf si tu as envie de le faire, bien sûr, mais je veux dire peut-être une expérience personnelle. Est-ce que ça aussi, ça t'a peut-être dégoûté au point de devoir stopper un stage, arrêter un stage? Bon, il faut croire qu'en tant que femme, c'est vrai que c'est compliqué. Et surtout, lorsqu'on est entouré la plupart du temps d'hommes, et il y aura forcément certaines personnes dans la boîte et qui vous verront autre qu'en tant que stagiaire. Donc, je me dis juste qu'il faut savoir faire la part des choses et essayer de rester concentré sur l'objectif qu'on s'est fixé. Parce qu'après, ça ne fera que créer des problèmes. Et c'est vrai que oui. Bon, j'ai pas eu à arrêter de stage à proprement dit à cause de ça. Mais lorsque j'ai commencé mon premier stage, on va dire que c'était assez compliqué de ce côté-là. Mais après, j'ai appris à m'adapter et après, j'ai fait comprendre à tout le monde que moi, j'étais là que pour apprendre. Et je voulais un peu maîtriser le monde du journalisme au Mali. Donc, voilà, je suis ouverte pour acquérir de la connaissance et le professionnalisme autant pour moi. Et après, que le reste, pour le moment, ça ne m'intéressait pas, en tout cas, là où je travaillais. Et après, ça allait, parce qu'après, je m'entendais avec tout le monde et tout le monde l'avait compris. Donc, on me voyait que comme une sœur, une stagiaire, un truc comme ça. Donc, ça allait, quoi. Au moins l'important, c'est de clarifier les choses dès le départ. Comme ça, au moins, il n'y a pas des zones d'ombre en ce qui concerne évidemment ton profil ou celui d'une femme de façon générale. En tout cas, merci d'avoir donné ton point de vue là-dessus, parce que c'est un fait, c'est un phénomène. Malheureusement, dans des entreprises, il y a des jeunes filles, moi j'ai eu des retours dans ce sens-là, et des jeunes filles qui arrêtent très tôt le stage parce que, elles ne peuvent plus supporter en tout cas le comportement de certains encadreurs ou bien certains chefs d'entreprise. Oui. Après aussi, il faut, quand on est stagiaire, il faut savoir que la patience, c'est vraiment une vertu. Quand on arrive en stage, on sait qu'on va pour encaisser. En vrai, il faut aller comme un soldat qui va pour encaisser. Parce que vous pouvez tomber sur effectivement un cadre qui sort complètement du contexte professionnel. Et peut-être que vous êtes là, vous ne savez pas quand vous observez, vous ne savez pas peut-être que votre profil plaît déjà. Et le fait peut-être de partir comme ça fait peut-être de vous quelqu'un de mentalement fragile. Voilà, donc un stagiaire, déjà, il faut qu'il aille, quand il a un stage, quand il va, il doit savoir qu'il va au combat, il doit savoir qu'il va subir. Voilà, il doit pas être mentalement, il doit pas... Bon, après subir, je suis d'accord avec toi sur le principe, mais après subir avec des limites aussi quand même. C'est qu'on peut subir, oui, bien sûr, jusqu'où évidemment, chacun a ses limites. Mais après, tout dépend, parce que si tu veux vraiment, ou bien comme je disais tantôt, il y a des attitudes qui montrent que ton profil intéresse, complet. Et en général, quand on est beaucoup persécuté comme ça, c'est que quelque part, il y a déjà, eux aussi, ils vous voient comme un concurrent potentiel, on va dire. Donc, c'est très important de rester serein, c'est très important d'être patient, mais chacun a sa limite, bien évidemment. Chacun a sa limite. Ézéchiel, je voulais rebondir sur un point. Je voulais quand même rebondir sur ce qu'il disait sur la patience, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que le stage, c'est nous qui voulons acquérir l'expérience. Voilà. Donc, au-delà de l'agissement des chefs, des cadres et autres, on doit prendre conscience. On rappelle que c'est pas tous. On va pas généraliser. Voilà, il y en a qui se comportent très bien avec la gente féminine. Tant qu'il y a des bonnes personnes, il y a aussi des mauvaises personnes. Malheureusement. Donc, je me dis que on doit aussi supporter. Dès qu'on apprend, on acquiert la compétence qu'on veut. Si on peut partir, on y va. Parce qu'on ne peut pas rester à un endroit où on va mourir.
Si j'ai appris la connaissance en 2 semaines, 3 semaines, si l'endroit ne me plaît plus, il faut bien que je libère le lieu, que j'aille ailleurs. Parce que le but, c'est d'apprendre quelque chose. Maintenant, si après avoir acquis la compétence que je veux, l'endroit n'est pas idéal, on sort du cadre professionnel parce que on a juste mentionné les femmes, il y a aussi des hommes qui vivent aussi ça. Oui. Voilà. Bien sûr. Voilà. Et tu parles en connaissance de cause ou bien Non, mais je te taquine, évidemment. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a des hommes qui vivent cette situation, malheureusement, et c'est bien d'avoir souligné également ce fait. Franck, en préparant cette émission, alors Jessley a très bien soulevé le problème en parlant d'aller en stage comme si on allait au combat, d'être préparé à toutes les éventualités. En préparant cette émission, il y a un jeune homme qui m'a dit parfois, même si on est en stage, il faut arriver à se faire respecter. Ça a été le cas un petit peu de notre ami Assetou. Et il disait que prendre la parole lorsqu'on fait des stages, c'est risqué. Se faire respecter, c'est parfois risqué. Tu partages son avis ou bien c'est... Enfin, le risque dans le sens où, quand on prend la parole, évidemment, on dit des choses. Et on a parfois peur de prendre la parole pour se faire respecter parce qu'on se dit, si je parle, c'est peut-être synonyme de l'arrêt de stage ou bien une forme de rébellion et tout le reste. Donc, est-ce que c'est bien de s'exprimer en entreprise ou bien c'est simplement un comportement à bannir ? Je me dirais que c'est bien, mais comme on dit toujours, chaque lumière comporte une part d'ombre. Donc, dans le fait de vouloir s'exprimer, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais en soi, mais il faudrait savoir comment s'exprimer parce que nous pouvons être mis dans un certain contexte où nous sommes soumis à une certaine pression et si nous réagissons sur le moment, nous réagissons sur le fait de la colère ou bien l'effet de la colère plutôt ou bien l'effet des sentiments qui sont en train de remonter en nous, nous risquons de dire des choses qui peuvent nous pousser à être... blacklisté complètement, parce que les chefs d'entreprise, c'est un réseau. Aujourd'hui, tu as eu une petite brouille avec un chef d'entreprise, part du principe que voilà, si le réseau il appelle, c'est ce qui est un peu compliqué en général. Donc oui, c'est de pouvoir faire attention à ce qu'on dit. Donc je me dis pouvoir faire attention à ce qu'on dit et surtout avoir du sang-froid. Parce que, comme mon confrère vient de le souligner, il faudrait partir avec la mentalité que... Je dis, je vais, mais je serai combattu. Mais afin de pouvoir obtenir ce que je veux, je me dois de faire des compromis. Je me dois d'apprendre à prendre sur moi. Mais quand il le faut, il faudrait parler. Parler, mais tout en ayant une certaine forme de respect. Parce que je pourrais faire une remarque, disons, à mon supérieur, mais très respectueusement. D'une certaine façon, où il se dit que, tu vois, la personne a pris de la peine pour pouvoir éviter de m'offenser ou pour pouvoir éviter de pouvoir toucher à une certaine fierté. En fait, c'est parler, mais parler avec tact. Voilà. Surtout avoir du tact, parce que c'est une compétence qui est très très importante. Pas seulement avec un supérieur, mais aussi avec des confrères, parce que vous ne connaissez pas le confrère équipe pour le supérieur ou on ne sait pas qui est qui. Donc, il faudrait avoir cette capacité à pouvoir se contenir quand il le faut et parler, mais respectueusement et en ayant une certaine maîtrise dans les mots que nous employons. Parce que la bouche nous donne le pouvoir de pouvoir aller de l'avant, mais ça peut aussi nous détruire. Ce que nous sortons, en tout cas, nous devons prêter plus attention à ce que nous sortons parce que c'est quelque chose de très important, en tout cas. Ézéchiel, on va peut-être laisser Assetou. Assetou, vas-y. Je voudrais rebondir un peu sur ce qu'il vient de dire. En fait, dans certains domaines, à la base, j'aimerais d'abord savoir et qu'est-ce qu'ils entendent par prendre la parole et s'exprimer, par exemple. Parce qu'il y a certains domaines dans lesquels on te demande, dans le domaine du journalisme par exemple, et lorsqu'on est en stage, en fait, on va plutôt vous conseiller lors de réunions. Ou des rédactions. Voilà. On te donnera la parole justement pour que tu participes. Exactement. Et donc, je me dis que dans ce genre de circonstances-là, c'est toujours un plus de pouvoir s'exprimer, de donner son avis. Et également de pouvoir proposer des sujets et de reportages importants par exemple. Et parce qu'à la base, ça permettra à la personne de ne pas passer comme un stagiaire qui est un peu, qui est un peu invisible. Voilà, exactement, qui est écarté. Voilà, et c'est toujours un plus parce que ça fera que même le rédacteur en chef pourrait te remarquer plus.
Et voilà, et c'est toujours un avantage. Tu participes et tu proposes des sujets assez intéressants. Exactement. Donc on peut toujours t'embaucher juste à cause de ça. Ouais. Donc après, je me dis que voilà, et ça dépend un peu et des domaines et du contexte. Ouais, c'est vrai que lui, le contexte par rapport au jeune homme qui a réagi sur la thématique, c'était en fait dans le sens de l'agacement. Supposons qu'il arrive à un terme où il est vraiment agacé et qu'il a besoin... parce qu'il y a des stagiaires, par exemple, qui se plaignent en disant que lorsqu'il débute les stages, s'il a un stage de 3 mois, pendant 2 mois, il se retrouve qu'à porter du café, par exemple. Il n'apprend rien, personne ne s'occupe de lui, il n'y a rien du tout. Donc à un moment donné, s'il doit dénoncer ça, il faudrait qu'il parle. Mais effectivement, je suis d'accord qu'avec mon ami Franck, c'est parler, oui, mais parler avec tact. Et avec toi aussi, ça dépend du contexte. Donc c'est beaucoup plus ça. Il se dit, mais si je parle, est-ce que ce n'est pas un risque que je prends de voir mon contrat être interrompu et tout le reste? Or, effectivement, c'est légitime qu'ils parlent, qu'ils disent bah, « écoutez, ça fait 2 mois que j'apporte du café, j'ai rien appris, si ce n'est comment faire un bon café, tu vois un peu ». Mais je veux dire, à la base, il n'est pas venu pour ça. On en rigole un petit peu, mais il n'est pas venu pour ça, tu vois. C'est beaucoup plus dans ce sens-là qu'il aborde un peu cette envie de communiquer, de devoir dénoncer certaines choses. Ézéchiel. Bon, moi je dirais, je vais prendre dans le cadre de la gestion des ressources humaines. D'accord. Je me dis que lorsque on arrive en stage, lorsqu'on est dans ce genre de situation, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie. Ça veut dire que sur moi, j'ai un supérieur. Et on dit souvent en ressources humaines que tu ne peux parler à celui qui est le supérieur de ton supérieur. Ça veut dire que si Régis est très loin de moi, je parle à celui qui est très proche de Régis. Ouais. Ça veut dire que je commence par lui et c'est à lui d'aller voir le supérieur pour dire mais j'ai un de mes gars qui, depuis là, il apporte seulement le café, mais quelle est sa solution? Parce que très souvent, lorsqu'on va directement vers le PDG, ce sera comme... ça s'appelle l'autorité de ceux qui viennent Voilà, avant, ça s'appelle l'autorité. Et c'est pourquoi après, on se retrouve à être banni de l'entreprise. Pourtant, tu avais le poste dans tes mains, mais après, tu vois, à un moment donné, on te dit, bon, tu ne peux pas être recruté. Pourquoi? Parce que tu as banni certaines... hiérarchie auprès de toi. Et moi, le conseil, parce qu'on est là, c'est pas aussi... C'est donner des conseils, effectivement. C'est savoir respecter la hiérarchie. Et un jour, je parlais avec quelqu'un, je disais, en management, on parle de la gestion des conflits. Et très souvent, il y a des conflits en entreprise parce qu'on n'a pas respecté qui est avant moi et qui est après moi. Et il est important pour nous, les stagiaires, de respecter celui qui est devant moi. Si j'ai un problème, que je voie d'abord celui qui est devant moi avant d'exposer tout le monde, en fait. Tu étais dans ce processus-là, Jocelyn, toi? Oui. C'est très pertinent ce qu'il dit parce que déjà, quand tu arrives dans une entreprise, tu viens et tu as forcément en quelque sorte un mentor, un maître des stages, voilà, qui est là pour toi. Et il faut savoir que c'est lui ton représentant, c'est lui ton député. Tout ce qui se passe, c'est d'abord lui d'abord. Parce que en vrai, c'est ton référent. Quoi. En vrai, voilà. Ouais. En vrai, tu n'as pas à prendre des initiatives de toi-même. Non, ça ne se fait pas. Et c'est ça, c'est l'un des comportements. Ça, c'est intéressant, d'où le comportement à bannir. Des comportements à bannir, effectivement. Et je le rejoins parfaitement là-dessus quand il parle de hiérarchie, c'est très important. Parce que déjà, le fait de quitter de là où tu es, t'adresser, je ne sais pas, à secrétaire général, au directeur, c'est déjà, l'acte même déjà, c'est déjà un acte déjà condamnable. Donc, c'est important. Tu fais du café, tu n'apprends rien. Tu viens, tu déverses tout sur ton encadreur. C'est à lui de faire de pieds et mains pour aller parler à qui de droit pour pouvoir changer la situation. C'est assez intéressant. En tout cas, effectivement, je pense que c'est dans cette démarche que les jeunes qui nous regardent, ou même pas les jeunes, en tout cas ceux qui regardent Génération News sur Média TV, doivent mettre en place, en ce qui concerne évidemment les comportements à bannir. Parce que c'est vrai qu'en stage, quand on est en stage, on n'a pas cette notion-là, de se dire tout de suite, il ne faudrait pas que j'aille voir le directeur. On est parfois, on se dit, bon, à partir du moment que je suis en stage, on m'a montré qu'il y a possibilité de, parce qu'en général, quand tu viens en stage, on te met bien, hein, tu es à l'aise. On t'installe, on te dit fais comme chez toi. Ouais. Et c'est le fait comme chez toi qui donne justement cette latitude de se dire ok, bon, je suis chez moi et il faut y aller directement. J'aimerais rebondir dans ce que tu dis. Vas-y, mon cher. Il y a un jour, mon père m'a dit si on te dit fais comme chez toi, comporte-toi comme toi tu te comportes chez toi. Oui. Bon, après c'est mais non, mais Jocelyn a raison, c'est un piège. Voilà. Parce que si chez toi tu te comportes d'une façon assez. Ça veut dire que je dois avoir des limites en fait. Oui, mais non, après ça dépend. Il y en a qui n'ont pas de limites chez eux. Donc c'est là le piège, d'où le piège énoncé par Jocelyn. C'est vrai que quand on te dit fais comme chez toi, la règle c'est ne fais pas comme chez toi, tout simplement. C'est ce qui veut te dire fais attention en fait. C'est ça. Voilà. C'est ce qui veut nous dire. Aussi dans les comportements bannis, il y a des stagiaires qui sont très irrespectueux.
Vraiment très irrespectueux parce qu'il y a des gens, ils arrivent, ils trouvent des anciens. Bon, lui, il vient d'arriver tout fraîchement. Il s'est dit, bon, c'est l'ami du GRA, c'est l'ami du DRH. Donc voilà, on peut facilement me prendre. Et quand il voit des anciens, il est snob ou il se retrouve à faire des choses. Bon, tu vois, telle personne, il n'est pas bien. Et tout ça sont des comportements vraiment à bannir en entreprise. Parce que si on veut intégrer une entreprise, on doit être amical avec tout le monde. Sociable. Sociable, merci, avec tout le monde. C'est vrai. Et pour rebondir sur ce qu'il dit, souvent ce problème-là est souvent lié un peu aux recommandations. Vous arrivez, on vous recommande et tout. Ça vous donne déjà de mauvaises attitudes, de très mauvaises attitudes. Parce que dans la recommandation, tu vas te gonfler. Parce que si tu as été recommandé, par exemple, par le directeur lui-même, tu vas te dire que tu es permis de tout faire. Bon, tu vas te gonfler, l'expression c'est tu vas dormir sur ton laurier. Tu vas te permettre de tout faire. Donc, voilà, donc c'est déjà ça. Quand tu as eu la grâce d'avoir accès à l'entreprise par le biais de quelqu'un, c'est très important de faire preuve de modestie, de respect. C'est très important. C'est tout? Oui. Dans les comportements à bannir, j'aimerais également souligner le fait d'être présentable. Ah oui. C'est très très important. Ah oui. Ah non, mais c'est vrai en plus. On a failli passer à côté de ce point très 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 essentiel. Le personal branding, comme on dit tout simplement. Donc l'habillement, oui, on te laisse terminer. En fait, et ton image, et c'est ta personnalité en quelque sorte. Clairement. Donc, en fait, et lorsqu'on vient dans une entreprise de communication, par exemple, tu ne peux pas venir et ne pas être déjà présentable parce que en fait, la communication, déjà, en fait, ça commence par toi, ton apparence. Bah c'est clair, même en business, on ne fait confiance qu'aux gens qui s'habillent bien. Exactement. Je veux dire, moi je l'ai dit une fois, c'est pas parce que tu as une chemise déchirée, tu ne sens pas la rose, tu as des cheveux un peu bizarres, et tu es dans la rue, tu es en train de faire l'aumône. C'est pas cette situation qui va pousser les gens à venir vers toi. Parce que ta situation de pauvreté fait en sorte qu'on a besoin de t'aider. Mais tu peux être pauvre dans le sens où tu t'habilles bien. Ben, tout de suite, on te fait confiance. On ne prête qu'aux gens qui sont bien habillés. Je suis désolé. Donc, si tu n'as pas de parfum, vois si Jessley peut en prêter. Mets un petit peu de parfum. Donc oui, ça c'est important. Attention, l'habillement. La posture. Ouais. En fait, ça se rejoint en fait. L'habillement, la posture. Et la plupart du temps, et comme il travaille un peu dans les ressources humaines, et donc il doit comprendre ce que j'essaie de dire. Et lorsqu'on vient en entretien, par exemple, la posture déjà. Et la manière dont en fait, tu es habillé, c'est déjà un plus. Bah, c'est clair. Est-ce que le recruteur, Ezekiel, est-ce que l'habillement, ça va? Je veux dire, c'est une note sur 10. On parle de combien? On parle de 7 sur 10? Bon, disons que ça reste un facteur non négligeable en tout cas. Un facteur, il est très important, très important. Parce qu'on va remarquer, quelqu'un m'a posé la question un jour, bon toi tu fais gestion de ressources humaines, qu'est-ce que tu as mis? J'ai dit, si aujourd'hui les étudiants portent des vestes, c'est pas pour rien. C'est-à-dire on veut inculquer à l'étudiant la posture du costume en entreprise, voilà, la bonne tenue en fait. Aujourd'hui, on remarque que des personnes qui viennent parfois en entretien, ils sont en jean. Mais si moi je te vois en jean déjà, bon, sur 10, je peux te mettre 2. Ouais. Et très souvent... il est sévère, le recruteur, Ezekiel. Non, mais il a dit que c'est très important. Je vais m'expliquer. Si on est dans une entreprise de marketing, on fait dans la vente, et que je dois vendre des produits et que celui qui me vend des produits, il est tous les jours en t-shirt. Mais il ne va pas rentrer dans une entreprise où on demande le code vestimentaire, c'est être en veste. Ce ne sera pas possible. Ouais. Et là, je perds déjà des clients parce que le client ne va collaborer qu'avec la personne qui sent que, bon, je peux donner, comme tu disais, la confiance en fait. Bah oui, justement, moi je dis ça tout le temps, on ne fait confiance qu'aux gens qui sont très bien habillés. Même si tu n'as pas une garde-robe de prince ou de princesse, habille-toi de façon convenable, respecte ton corps, vends ton image, tout simplement. On parle du personal branding en tout cas, hein, mon cher Jessley, toi qui es dans la communication marketing. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission, ça allait très vite, il y a encore beaucoup de choses à dire, hein, mais revenez sur le plateau Génération News, ça fera l'objet d'une autre thématique, évidemment, on aura le temps de développer tout ça. Jessley, ça a été un plaisir de te recevoir sur le plateau Génération News. Je rappelle, tu es étudiant en marketing. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Ezekiel, merci. Bon bah merci, le recruteur. Merci. Tu es diplômé en gestion des ressources humaines. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Franck, ça a été un plaisir également de te recevoir. Tu es dans le domaine de tout ce qui est informatique, le codage, on a envie de dire, pour faire court. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation de Génération News et on profite sur ce plateau à te présenter nos sincères condoléances parce qu'on rappelle que tu as perdu ton papa. En tout cas, merci
merci d'avoir fait l'effort d'être venu sur le plateau Génération News malgré évidemment cette terrible épreuve. Assetou, étudiante en journaliste avec un anglais un petit peu approximatif. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. On se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine, samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.